Salut à tous, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui et que vous êtes prêts pour notre nouvelle affaire criminelle du jour. L'affaire dont on va parler aujourd'hui, en plus d'être extrêmement triste, est d'une brutalité sans nom. Honnêtement, préparez-vous parce que c'est quelque chose d'assez intense à entendre. Mais je ne veux pas perdre plus de temps que cela, donc je vous laisse dès à présent vous installer bien confortablement pour notre affaire du jour. Tynesha Devona Stewart voit le jour le 10 juillet 1987 dans la ville de Bordersville, localisée dans l'État du Texas aux États-Unis. Peu de temps après sa naissance, ses parents vont se séparer, ce qui va être assez dur pour elle. Et en plus de cela, lorsqu'elle n'est âgée que de 6 ans, elle perd son père des suites d'un anévrisme. Une disparition soudaine à laquelle absolument personne n'était préparé et qui va la marquer durant le restant de sa vie. Elle est donc élevée par sa mère, Gail Shield, et grandit entourée de 5 frères et sœurs. Une grande famille qui est passée au travers d'épreuves très difficiles, mais qui n'en est ressortie que plus forte. Tynesha est extrêmement proche de ses frères et sœurs, et notamment de son petit frère, GT, et de sa sœur aînée, Gayla. Gayla et elle, bien que très différentes, passent énormément de temps ensemble. Et sa sœur la décrit comme étant une personne incroyablement positive, ambitieuse et souriante. Tynesha avait cependant, comme toutes les adolescentes de son âge, beaucoup d'insécurité, et il lui arrivait régulièrement de douter d'elle et de ses capacités à accomplir quelque chose de sa vie. Mais elle n'était cependant aucunement prête à se résoudre à écouter ses pensées négatives. Et au contraire, à chaque fois que ce genre d'idée noire lui traversait l'esprit, elle transformait cela en véritable force pour avancer sur de nouveaux projets ou travailler très fort sur un objectif qu'elle s'était fixé. Elle était une véritable boule d'énergie qui n'arrêtait pas une seconde et qui s'impliquait dans tout un tas de choses différentes en même temps. En plus de l'école, elle pratique plusieurs activités extrascolaires et a aussi un petit job dans un restaurant Pizza Hut pour gagner un petit peu d'argent. Elle est très studieuse et passe énormément de temps à étudier pour s'assurer d'avoir les meilleurs résultats scolaires possibles. Elle a d'ailleurs passé ses années lycée au Nimitz High School, qui est un établissement scolaire reconnu pour avoir vu parmi ses élèves de très nombreux sportifs de haut niveau. Et notamment Aaron et Jason Glenn, 2 stars de la NFL qui se trouvent aussi être les oncles de Tynesha. Il était donc tout à fait normal pour elle de marcher dans leurs pas et d'étudier dans le même lycée qu'eux. Mais contrairement à ses oncles, Tynesha n'est elle pas une grande sportive et elle l'admet sans gêne. Transpirer n'est vraiment pas son truc. Au lycée, elle est cependant forcée de rejoindre une équipe sportive. Elle trouve donc la solution absolument parfaite pour elle, car elle va rejoindre l'équipe de basketball, mais en tant que manager. Et autant dire que ce rôle était parfait pour elle, car en plus de pouvoir grâce à cela éviter de transpirer sur le terrain, il lui permettait de contrôler que les choses soient faites, mais qu'elles soient toujours faites correctement, car elle était extrêmement méticuleuse et veillait toujours à ce que tout soit fait parfaitement. Elle est une jeune fille extrêmement girly qui porte beaucoup d'attention à son image. Elle aime être bien coiffée, maquillée et habillée. Et lorsqu'elle ne travaille pas, elle passe tout son temps libre entourée de son groupe d'amis dont elle est extrêmement proche. Les jeunes filles se retrouvent régulièrement pour aller au restaurant, au cinéma ou encore traîner au centre commercial. Et s'il y a bien une chose que l'on peut dire d'elle, c'est qu'elle est une personne très sociable qui adore être entourée des personnes qu'elle aime. Elle est aussi une très grande passionnée de musique et se trouve être une incroyable chanteuse. Tynesha avait une voix fantastique à vous donner des frissons. Dès qu'elle se mettait à chanter, absolument tous les regards étaient tournés vers elle. Et ses amis vont d'ailleurs tenter de l'encourager à poursuivre une carrière dans la musique. Mais Tynesha a d'autres plans pour son futur. Car son rêve ultime serait de pouvoir un jour devenir ingénieure. Et elle était plutôt sur la bonne voie pour y arriver. Car après avoir obtenu son diplôme de fin d'études parmi les meilleurs élèves de sa promo, elle obtient en plus de cela une bourse d'études pour rejoindre l'université A&M du Texas, l'université de ses rêves et surtout, à nouveau, celle où ses oncles ont eux aussi étudié. La jeune femme âgée de 19 ans à ce moment-là était folle d'excitation à l'idée de démarrer ce nouveau chapitre de sa vie et surtout de pouvoir enfin réaliser les objectifs qu'elle s'était fixés. Et c'est en septembre de l'année 2006 qu'elle rejoint officiellement le campus universitaire et y démarre sa nouvelle vie.
Sur place, elle ne cesse d'apprendre de nouvelles choses et de rencontrer de nouvelles personnes. La vie universitaire est totalement faite pour elle et elle s'y plaît énormément. Elle ne manque d'ailleurs jamais une occasion de le mentionner à ses proches. Et c'est pourquoi sa très soudaine disparition au mois de mars 2007, soit un peu plus de 7 mois après son arrivée à l'université, va choquer tout le monde. Le mois de mars est synonyme de spring break pour absolument tous les étudiants des États-Unis. 2 semaines de vacances entre les mois de mars et d'avril pour décompresser du stress des examens et qui pour beaucoup est l'occasion de partir au soleil faire la fête pour se vider l'esprit. À ce moment-là, Tynisha vivait donc sur le campus universitaire et partageait une chambre avec une jeune femme de son âge du nom de Lindsay. Lindsay et elle s'entendaient extrêmement bien, et Tynisha lui avait mentionné avoir très hâte que les vacances de Spring Break arrivent, car ses amis et elle avaient acheté des billets pour aller voir Beyoncé en concert. Tynisha avait toujours été une immense fan de cet artiste, et la voir en concert pour la première fois était un rêve pour elle. Lorsque la journée est arrivée et qu'elle ne s'est pas présentée au concert, tout le monde a compris que quelque chose avait dû lui arriver. Un peu plus tôt en journée, elle était supposée se rendre au salon de coiffure de l'une de ses amies pour se préparer pour le concert, rendez-vous qu'elle va aussi manquer. Le concert avait lieu le 15 mars au soir, et la jeune étudiante était rentrée chez elle pour les vacances le 14 mars, donc la veille, dans la journée. Elle avait ensuite passé la soirée avec son petit groupe d'amis, car l'une d'entre elles avait organisé une soirée pyjama chez elle. Elles avaient décidé ce soir-là de ne pas se coucher trop tard car elles voulaient être en forme le lendemain pour le concert tant attendu. Tout le monde est donc allé se coucher et au petit matin, Tynisha avait disparu. Ses affaires n'étaient plus là non plus, ce qui va leur indiquer qu'elle n'était pas partie précipitamment vu qu'elle avait pris le temps de les ramasser avant de partir. À ce moment-là, ses amies ne sont pas particulièrement inquiètes, mais plutôt surprises, car ce n'était absolument pas dans son tempérament de partir de la sorte sans aviser qui que ce soit. Tynisha était une personne qui communiquait énormément, sauf que là, personne n'avait la moindre idée de là où elle se trouvait. Elle n'a même pas pris la peine d'envoyer un message à qui que ce soit pour aviser de son départ, ou même de laisser une note derrière elle. Cette journée-là, absolument tous les appels et messages qui lui sont envoyés restent sans réponse. Les heures passent et le fameux concert arrive enfin, et à nouveau, Tynisha est manquante à l'appel. Entre-temps, la famille de la jeune femme s'inquiétait de plus en plus de la situation. C'est pourquoi, le 16 mars, en matinée, soit un peu plus de 24 heures après sa disparition, sa mère et sa sœur Gayla décident de se rendre dans une station de police pour les prévenir de ce qu'il se passait. Elles remplissent alors toutes les deux un rapport de disparition et attendent patiemment que la police fasse leur travail et entame une investigation, ce qui ne va jamais arriver. Les deux femmes vont attendre chaque jour devant leur téléphone, espérant recevoir un appel d'un officier ayant pris en main l'affaire, et elles vont même contacter la police à plusieurs reprises pour savoir où en étaient les recherches pour tenter de retrouver Tynisha. Mais à chaque fois, c'est le silence radio et personne ne semble prendre au sérieux et s'intéresser à cette disparition inquiétante. Les proches de la jeune étudiante décident donc de prendre les choses en main eux-mêmes et de patrouiller la ville à sa recherche. Ils interrogent absolument toutes les personnes ayant pu entrer en contact avec elle dans les heures précédant ou suivant sa disparition. Ses oncles Aaron et Jason Glenn profitent de leur notoriété de stars du football pour prendre la parole publiquement et pour tenter de porter l'attention du public sur la disparition de leur nièce. Ils contactent donc les médias et donnent plusieurs interviews aux côtés de Gail, leur sœur et mère de Tynisha. Mais 3 jours plus tard, alors que la police n'a toujours pas donné la moindre nouvelle à sa famille, Gayla, la sœur de Tynisha, décide de contacter Quanell X, qui se trouve être un activiste très connu de la ville de Houston. Quanell était à l'époque le leader de la New Black Panther Party, qui se trouve être une organisation défendant les droits des personnes de couleur. Il a été au centre de très nombreux scandales et a d'ailleurs depuis perdu sa place au sein de l'organisation. Mais à l'époque, il était très influent. Il n'était pas rare que les personnes de couleur ayant le sentiment de ne pas être prises au sérieux par la police fassent appel à ses services pour leur venir en aide. Quanell était à l'origine de bien des manifestations contre la police, car d'après lui, les autorités étaient totalement inutiles, et encore plus lorsque les personnes qui avaient besoin de leur aide se trouvaient être de couleur. Il était connu pour être une personne tenace et qui ne lâchait pas lorsqu'il était investi dans un dossier. Il était aussi connu pour son talent pour attirer l'attention des médias, ce qui dans un cas de disparition tel que celui-ci était très important, car absolument chaque minute compte.
L'activiste prend donc en charge l'affaire et ne perd pas une seconde. Il se met immédiatement à fouiller son passé pour en apprendre plus sur elle et surtout sur les personnes qui l'entourent. Et la première personne qui va se trouver dans son radar se trouve être un jeune homme du nom de Mark Marks. Mark et Tainisha étudiaient tous les deux à la même université et s'étaient rencontrés quelques mois plus tôt. Leur relation, qui avait débuté comme une simple amitié, a très vite évolué en relation amoureuse. Mark était un jeune homme grand et très charmant et qui avait un certain succès auprès des filles de son âge. Mais son regard n'était porté que sur Tainisha, pour qui il avait eu un véritable coup de cœur. Et il ne manquait d'ailleurs pas de le mentionner. Lorsque Mark et Tainisha étaient ensemble, ils rayonnaient de bonheur tous les deux. Et les proches de la jeune femme aimaient beaucoup justement l'influence qu'il avait sur elle. Ses amis ne l'avaient pas vue aussi heureuse depuis des années. Mark était justement supposé retrouver Tainisha et ses amis pour le concert de Beyoncé, car il avait lui aussi acheté une place. Et apparemment, la jeune femme avait aussi mentionné à ses amis avoir prévu de le rejoindre la fameuse nuit de sa disparition. Mais finalement, ce soir-là, les heures ont passé et le groupe d'amis semblait passer un bon moment ensemble. N'ayant plus entendu parler de Mark, elles en avaient tout simplement déduit que Tainisha avait abandonné l'idée de le rejoindre. Mais est-ce réellement ce qui s'est passé ou l'a-t-elle rejoint dans la nuit une fois que tout le monde était endormi? Et c'est exactement ce que Quanell X tente de savoir. Il récupère le contact de Mark et tente de le joindre pour organiser une rencontre, mais il tombe à chaque fois sur sa messagerie. Mais l'activiste ne perd pas espoir et se rend directement à son adresse. Il va frapper à la porte et attendre de longues minutes, mais n'obtiendra toujours aucune réponse. Pratiquement 24 heures passent. 24 heures durant lesquelles Quanell persiste et continue de l'appeler et de passer chez lui à l'improviste, mais toujours aucune trace du jeune homme. Et ce soudain silence va fortement inquiéter les proches de Tainisha, qui vont immédiatement se dire que Mark avait peut-être quelque chose à voir dans la disparition de la jeune femme et avait décidé de prendre la fuite pour ne pas se faire attraper. Après avoir eu vent que Quanell X était impliqué dans cette affaire, les policiers vont décider eux aussi de commencer à enquêter et ils vont suivre la même piste que Quanell. Mais ils vont cependant de leur côté avoir un peu plus de chance que lui, car ils vont être capables de remettre la main sur Mark. Le jeune homme est alors interrogé et explique n'avoir eu aucune idée de ce qu'il se passait et de la disparition de Tainisha. Il l'avait vue pour la toute dernière fois, quelques heures seulement avant sa disparition. Il était tout simplement passé chez l'ami chez qui Tainisha se trouvait à ce moment-là pour la prévenir qu'il allait passer le week-end à South Padre Island, une île qui se trouvait au sud de l'État du Texas, à plus de 6 heures de route de Borders-Ville. Il s'y rendait avec des amis pour assister à un festival de musique. Il a alors dit au revoir à Tainisha et a pris la route. Les policiers vont trouver cela très étrange, car je vous rappelle que Mark avait acheté son billet pour se rendre au concert de Beyoncé avec Tainisha, et on s'entend que ce billet de concert n'était pas donné, donc c'était plutôt étrange pour lui de changer ses plans à la dernière minute. Mark est à ce moment-là le numéro 1 sur la liste des suspects, et il va falloir maintenant que les policiers vérifient son alibi. Pendant que tout cela se passe, Gayla, la sœur de Tainisha, continue d'enquêter de son côté et d'interroger toutes les personnes proches de la jeune femme. Et c'est à ce moment-là qu'elle repense à son ex-petit ami, Timothy Wayne Shepherd. Timothy était âgé de 24 ans lorsqu'il a rencontré la jeune Tainisha. Et j'insiste bien sur le mot jeune, car au moment de leur rencontre, Tainisha n'était-elle âgée que de 16 ans. Une différence d'âge de 8 ans, ce qui est énorme à leur âge, d'autant que Tainisha, je le rappelle, était encore mineure lorsqu'elle a commencé à le fréquenter. Mais le coup de foudre était totalement évident pour elle et il aurait été ridicule de passer à côté d'une si belle histoire d'amour pour une question d'âge. Mais pour éviter que sa famille ne se mette en travers de leur chemin et ne fasse tout un drama, elle décide de garder ce petit détail pour elle. Mais ce n'est pas le seul secret qu'elle va garder, car à ce moment-là, Timothy était aussi le père d'une petite fille de 2 ans. C'est donc sur la base d'un mensonge que le jeune homme est présenté à la famille de Tainisha. Timothy va cependant très rapidement faire l'unanimité auprès de ses proches. Aussi bien la mère de la jeune adolescente que ses frères et sœurs l'avaient immédiatement adoré et voyaient en lui une personne absolument fantastique. Et secrètement, certains de ses frères et sœurs espéraient bien que leur relation dure le plus longtemps possible, car il semblait faire beaucoup de bien à la jeune Tainisha.
En sa présence, elle était toujours radieuse et semblait respirer le bonheur. Il était plus qu'évident que Timothy était fou amoureux d'elle et la traitait avec beaucoup d'amour et de respect. Il était en plus de cela très investi auprès de la famille de Tainisha. Il passait tout son temps libre à leur côté et faisait pratiquement lui aussi partie de la famille. Leur relation était si sérieuse qu'à la fin du lycée, lorsque Tainisha était âgée de 18 ans, Timothy et elle ont emménagé ensemble. Elle vivait la vie dont elle avait toujours rêvé. Elle avait à ses côtés une personne en qui elle tenait énormément, elle cartonnait dans ses études et venait en plus de cela d'obtenir une bourse pour l'université de ses rêves. Mais la nouvelle de son acceptation à l'université va cependant être un coup dur pour le couple, car l'université A&M du Texas se trouvait à plus d'1 heure et demie de route de l'appartement où Timothy et elle s'étaient installés. Ils savent très bien que le fait que Tainisha rejoigne l'université va avoir un impact sur leur relation. Ils pèsent alors les pour et les contre et prennent la décision de rester ensemble et de garder leur relation à distance. Tainisha lui promet alors de l'appeler aussi souvent que possible depuis le campus universitaire et d'essayer de lui rendre visite dès qu'elle le pourrait. Une décision qui, sur le moment, semble parfaitement convenir aussi bien à Tainisha qu'à Timothy. Mais quelques semaines plus tard seulement, le jeune homme semble maintenant avoir changé d'avis. De manière extrêmement soudaine, il décide de rompre avec Tainisha et lui avoue même avoir pris la décision de se remettre en couple avec son ex-petite amie. Une nouvelle qui va totalement bouleverser et déstabiliser la jeune étudiante. Elle n'avait jamais imaginé que Timothy mettrait fin à leur relation de cette manière. Mais malgré le fait qu'elle était à ce moment-là extrêmement blessée, Tainisha était beaucoup plus préoccupée par sa carrière et le travail qui l'attendait à l'université. Elle décide donc de mettre sa tristesse de côté et de se concentrer sur ses études. Mais cette séparation ne va pas durer aussi longtemps qu'elle l'aurait pensé, car quelques semaines plus tard seulement, Timothy revient vers elle et lui admet regretter énormément sa décision. Il a finalement avec le temps réalisé qu'il était bien plus heureux à ses côtés qu'aux côtés de son ex. Il était à ce moment-là redevenu célibataire et espérait de tout son cœur que Tainisha le pardonne et accepte de se remettre avec lui. La jeune femme n'avait à ce moment-là pas encore tourné la page et se retrouver face à face avec Tim ne faisait que lui rappeler les bons moments qu'ils avaient passés ensemble. Elle va donc accepter de lui donner une seconde chance. Timothy et elle s'en tiennent donc à leur plan initial d'être en relation à distance. Mais finalement, plus le temps passe, plus Tainisha se demande si c'est réellement ce qu'elle veut. Elle était tellement heureuse et épanouie à l'université et adorait rencontrer de nouvelles personnes. C'était exactement la vie dont elle avait toujours rêvé. Et finalement, sa relation avec Timothy lui donnait le sentiment d'être rattachée au passé, et cela ne la rendait plus du tout heureuse. Elle prend donc à son tour l'initiative et rompt avec Timothy pour profiter pleinement de son expérience universitaire. Et finalement, de rencontre en rencontre, elle retrouve l'amour aux côtés de Mark. Mais malgré leur séparation, Tainisha et Timothy vont tous les deux rester en contact. C'est pourquoi Gayla, sa sœur, s'est dit qu'il avait peut-être eu de ses nouvelles vu qu'elle venait de rentrer en ville. Lorsqu'elle l'appelle, Timothy est totalement choqué d'apprendre la disparition de la jeune femme. Il assure n'avoir absolument aucune nouvelle d'elle et ne pas l'avoir vue depuis le 15 mars au matin, c'est-à-dire le jour du concert de Beyoncé. Gayla est extrêmement choquée d'apprendre cela, car cela voudrait dire que Timothy était la dernière personne à avoir vu sa sœur en vie. Elle n'attend pas une seconde et monte à bord de sa voiture pour se rendre directement au domicile de l'ex-petite amie de sa sœur, pour obtenir plus de détails sur la raison pour laquelle Tainisha se trouvait chez lui ce jour-là, et surtout sur ce qui lui est arrivé ensuite. Timothy lui explique alors que Tainisha et lui avaient passé la soirée du 14 mars à s'écrire. Tainisha se trouvait à ce moment-là en compagnie de ses amis, et vers 2h du matin, alors que toutes les filles s'étaient endormies, ils s'étaient tous les deux mis d'accord pour qu'ils viennent la chercher et qu'elle passe le reste de la nuit chez lui. À 2h30 du matin, il l'attendait en bas de l'appartement de son ami, et Tainisha se faufilait discrètement en dehors du logement pour le rejoindre. À 3h du matin, ils sont chez lui. Mais cette soirée, qui se voulait être un moment de retrouvailles, va prendre une tournure totalement différente, car Tainisha ne cesse de recevoir des messages et appels de la part d'un autre garçon. Timothy n'a aucune idée de qui il s'agit, mais il voit très bien qu'elle discute avec quelqu'un d'autre, et cela ne lui plaît pas du tout.
Il se vexe et lui demande des explications et surtout des informations sur l'identité de la personne qui lui envoie tous ces messages. Tainisha refuse catégoriquement de lui dire quoi que ce soit et la situation dégénère. Une dispute éclate alors entre eux et alors que le ton ne cesse de monter, Tainisha aurait simplement perdu patience et serait partie de chez lui aux alentours de 4 ou 5 heures du matin. Cela ne va pas du tout rassurer les proches de la jeune étudiante. La simple idée de la savoir seule, à pied, au milieu de la nuit, les terrifie totalement. Elle aurait très bien pu être agressée par un inconnu, ou même enlevée. Gayla lui demande alors pourquoi est-ce qu'il n'a prévenu personne de cela plus tôt, et surtout pourquoi est-ce qu'il a accepté de la laisser partir toute seule en plein milieu de la nuit. Mais Tim admet ne pas avoir réalisé sur le moment le danger que cela pouvait représenter, et surtout après plus d'une heure à se disputer, il était bien content de pouvoir retrouver le calme. Après avoir obtenu ce témoignage, Gayla se rend immédiatement à la station de police pour aviser les officiers que Timothy Shepard se trouve être la toute dernière personne ayant vu sa sœur en vie. Les policiers vont réagir immédiatement et envoyer une patrouille de police directement au domicile du jeune homme. Une fois arrivés sur place, ils frappent à la porte à plusieurs reprises mais n'obtiennent aucune réponse. Ils rendent alors visite à ses voisins pour savoir si l'un d'entre eux avait peut-être vu ou entendu quelque chose sortant de l'ordinaire dans les derniers jours, et plusieurs d'entre eux vont mentionner que l'appartement de Timothy avait apparemment pris feu et que les pompiers avaient même dû intervenir. Le 16 mars, soit un peu plus de 24 heures après la disparition de Tainisha, une épaisse fumée noire avait été aperçue s'échappant de l'appartement de Timothy durant des heures entières. L'un de ses voisins, qui commençait à s'inquiéter, avait décidé d'avertir les pompiers de la situation. Lorsque les secours sont arrivés sur place, ils ont dû frapper à la porte de chez Timothy durant de longues minutes avant de ne finir par obtenir une réponse. L'un des pompiers lui explique alors devoir rentrer dans son appartement pour vérifier que tout aille bien et surtout s'assurer que le feu avait été contrôlé. Ce que Tim va refuser. Une réaction plutôt étrange qui laisse les pompiers sous le choc. Ils n'ont cependant pas le choix et insistent, car il leur est totalement impossible de quitter les lieux sans s'être assurés que tout aille bien. Timothy finit alors par céder et les pompiers rentrent chez lui pour une petite inspection. Le feu en question se trouvait provenir de plusieurs barbecues que Timothy avait installés sur son balcon les uns à côté des autres. Il était en train d'y cuire de la viande et c'est de l'appareil que s'échappait la fumée. Après s'être assuré que tout était sous contrôle, le policier quitte les lieux, mais alors qu'il est en train de traverser l'appartement de Timothy, du coin de l'œil, il aperçoit la porte de la salle de bain grande ouverte et dans la baignoire, plusieurs morceaux de viande. Il lève alors un sourcil car il trouve cela plutôt étrange de voir autant de viande à l'intérieur d'une baignoire. Mais après tout, il n'était pas rare que des gens décongèlent leur viande à l'intérieur de leur évier ou autre, donc pourquoi pas une baignoire? De toute façon, il n'était pas là pour questionner Timothy, mais simplement pour s'assurer qu'il n'y avait aucun danger et que le feu était contrôlé. Les pompiers ont donc quitté les lieux et Timothy a pu continuer son petit barbecue en toute tranquillité. Après avoir eu vent de cette histoire, les policiers ne lâchent pas l'affaire et insistent jusqu'à finir par réussir à entrer en contact avec Timothy Shepard. Ils l'invitent donc à se rendre à la station de police pour un petit interrogatoire. Timothy leur partage alors la même version des faits que celle qu'il avait donnée à Gayla. Tainisha et lui s'étaient retrouvés aux alentours de 2h30 du matin, étaient rentrés chez lui, une dispute a ensuite éclaté et Tainisha était partie à pied en plein milieu de la nuit. Les policiers ne sont pas encore convaincus, mais n'ayant aucune preuve que Timothy soit impliqué dans quoi que ce soit, ils prennent en note tout ce qu'il leur dit et le laissent partir. Ils poursuivent alors leur enquête tout en gardant un œil sur Timothy Shepard. Et entre-temps, l'alibi de Mark, le petit ami actuel de Tainisha, va être vérifié. Mais malgré cela, il n'est pas à 100% éliminé de la liste des suspects. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est maintenant une troisième personne qui se retrouve sous les radars des policiers. Le beau-père de Tainisha. L'adolescente et son beau-père, Preston Shield, entretenaient une relation très conflictuelle. Gail avait épousé Preston alors que Tainisha était encore très jeune. Elle avait donc passé toute son adolescence sous le même toit que son beau-père. Et autant dire que leur caractère très fort, à l'un comme à l'autre, ne jouait pas en leur faveur. Preston était un homme dur et strict, qui aimait que les choses soient faites d'une certaine manière et pas autrement. Il tentait aussi bien que possible de se faire accepter en tant que figure paternelle auprès des enfants de Gail, mais la jeune Tainisha n'était pas prête à le laisser entrer dans sa vie aussi facilement que cela.
Ils ne cessaient de se disputer tous les deux, et il est arrivé plus d'une fois que Tynisha admette avoir peur de rentrer chez elle, car elle ne voulait pas de confrontation avec Preston. Lorsque les policiers ont vent de cela, Preston Shield est questionné. Mais il va rapidement être découvert qu'il avait à ce moment-là un alibi en béton, et qu'il ne pouvait donc pas se trouver derrière la disparition de Tynisha. Les jours passent et la police continue de mener son enquête discrètement de son côté, tandis que Quanell X l'amène lui à travers la presse et les médias pour tenter d'alerter autant de personnes que possible. Et finalement, 6 jours après la disparition de Tynisha Stewart, Quanell X reçoit un appel qui va tout chambouler. À l'autre bout du fil, un homme lui confie être sur la liste des suspects et avoir besoin de lui parler très rapidement, car il se trouve à ce moment-là dans une situation extrêmement compliquée. Quanell se rend immédiatement à son domicile et une fois sur place, lui demande de bien vouloir le regarder droit dans les yeux et de lui dire si oui ou non il est impliqué dans la disparition de Tynisha. L'homme lui répond que non et qu'il n'a pas la moindre idée de l'endroit où elle se trouve. Mais Quanell sent bien que ceci n'est qu'une façade et qu'il en sait en réalité bien plus qu'il ne le laisse paraître. Il ne va pas lâcher l'affaire et insiste en rappelant à l'homme qui se trouve en face de lui que la famille de Tynisha était désespérée à l'idée de savoir où elle se trouvait et surtout qu'il méritait de connaître la vérité et de pouvoir enfin faire leurs condoléances si elle n'était plus de ce monde. Il va vraiment tirer sur la corde sensible, ce qui va finir par fonctionner, car l'homme en face de lui baisse le regard et se contente de lui dire qu'il va probablement recevoir la peine de mort pour ce qu'il a fait. Quanell n'a pas besoin d'en savoir plus. Les aveux sont là. Il va réussir à convaincre le criminel de se livrer à la police. Quanell contacte donc les autorités et reste aux côtés de l'homme jusqu'à leur arrivée. Et entre-temps, il est capable d'obtenir tous les détails sur ce qui est réellement arrivé à Tynisha. Lorsque les policiers arrivent sur place, ils reconnaissent très bien l'appartement devant lequel il se trouve, car il s'y était rendu quelques jours plus tôt pour interroger son occupant ainsi que ses voisins. Ce jour-là, le 21 mars 2007, 6 jours après la disparition de Tynisha Stewart, son ex-petit ami Timothy Wayne Shepherd est arrêté par la police pour son meurtre. Quanell X, qui vient de recevoir l'entièreté des aveux de Timothy, est totalement sous le choc. Timothy avait été capable de garder son calme et de ne montrer aucune émotion, alors qu'il était en train d'évoquer les horreurs absolues qu'il avait fait subir à Tynisha. D'après Quanell, faire face à Timothy à ce moment-là était pour lui la même chose que faire face à Satan en personne. Et lors de son interrogatoire, Timothy confesse tout. Il admet que tout ce qu'il avait précédemment confié aux policiers était totalement vrai, mais qu'il avait cependant omis quelques petits détails. Car la réalité, c'est que Tynisha n'était pas partie de chez lui, comme il l'avait précédemment mentionné. La réalité, c'est que durant leur dispute, le ton était très rapidement monté, de même que la colère de Timothy. Il s'est à un moment donné jeté sur Tynisha, qu'il a alors étranglée à mort. Après avoir réalisé ce qu'il venait de faire et se trouvant à ce moment-là nez à nez avec le corps sans vie de son ex-petit ami sur le sol de son salon, il décide qu'il est temps pour lui de se débarrasser du corps. Il va le transporter jusqu'à la baignoire de sa salle de bain et l'y laisser durant plusieurs heures. Durant la journée, il quitte son domicile pour aller acheter une tronçonneuse ainsi que plusieurs outils, rentre chez lui et entreprend de découper le corps en petits morceaux, ce qui va lui prendre des heures entières. Il se débarrasse ensuite de certains morceaux en les plaçant à l'intérieur de sacs poubelles qu'il va ensuite jeter dans une benne à ordures publique se trouvant à quelques mètres seulement de chez lui. Il se débarrasse de plusieurs morceaux de chair en les plaçant à l'intérieur du broyeur à ordures de l'évier de sa cuisine et conserve les plus gros morceaux à l'intérieur de sa baignoire au milieu de centaines de glaçons pour tenter de les garder congelés et s'assurer que la viande n'émette pas d'odeur trop forte. Et le lendemain, une idée lui vient alors, celle d'utiliser ses barbecues. Il va alors, durant des heures entières, cuisiner des morceaux de chair humaine sur ses barbecues. Ce sont des kilos de viande humaine qui vont être cuits avant de n'être en partie consommés par Timothy lui-même, tandis que d'autres seront offerts à certains de ses amis et voisins. Personne ne s'attendait à la violence dont Timothy avait pu faire preuve. Lorsque les policiers fouillent l'appartement de Timothy, le logement sent un mélange de javel, de peinture et de plusieurs produits nettoyants. Il est clair que Timothy avait passé des heures entières à tout nettoyer pour s'assurer qu'aucune trace de sang
ou d'ADN appartenant à Tainisha ne soit découvert. Cependant, les policiers vont retrouver des cheveux appartenant à la victime sur le balcon de l'appartement, ainsi que des morceaux de ses dents à l'intérieur du drain de l'évier. Le logement avait été repeint en entier. Les murs et les meubles étaient couverts de peinture blanche, comme s'il avait tenté de masquer les traces de sang qu'il n'avait pas réussi à nettoyer. Plusieurs outils sont découverts à l'intérieur de la salle de bain, ainsi qu'une boîte de gants en latex. Du luminol va être pulvérisé sur l'entièreté de l'appartement, et les policiers sont sous le choc. Le luminol, je le rappelle, c'est ce procédé chimique qui permet de révéler des traces de sang ayant été nettoyées. La salle de bain, qui était entièrement blanche et brillante de propreté précédemment, change alors totalement de couleur. Les murs, le sol, l'évier, les toilettes, absolument chaque surface est couverte de sang. La scène de crime avait dû être d'une violence terrible. La benne à ordures dans laquelle Timothy affirme avoir jeté les restants de Tainisha va être fouillée, mais rien n'y sera découvert. Les poubelles dans ce coin-là de la ville étaient régulièrement vidées. Il y avait donc de très fortes chances pour que les sacs aient déjà été transportés jusqu'à la déchetterie, ce qui fait qu'il était impossible pour les policiers de remettre la main dessus. Ils ont cependant à ce moment-là bien assez de preuves pour pouvoir procéder à l'arrestation de Timothy Shepard. Le procès de l'assassin s'ouvre le 29 septembre 2008. La défense de Timothy va tenter de plaider la légitime défense, car apparemment, lorsque la dispute a éclaté et que Timothy a perdu le contrôle, Tainisha aurait attrapé un couteau à l'aide duquel elle l'aurait menacé. Timothy aurait alors tenté de la désarmer et c'est durant cette altercation qu'il l'aurait étranglée à mort. Il ajoute que lorsqu'il l'a découpée en morceaux et cuisinée sur son barbecue, elle était déjà morte. Il ne devrait donc, d'après lui, être jugé que pour son acte de lui avoir ôté la vie et aucunement pour les actes barbariques qui ont eu lieu ensuite. Autre chose, d'après lui, ses aveux ont été obtenus de manière totalement illégale et ne devraient donc même pas être pris en compte. Autant vous dire que le juge ainsi que les personnes présentes dans l'assemblée à ce moment-là vont pratiquement lever les yeux au ciel en entendant cela. La famille de Tainisha est présente durant le procès et cela va être une épreuve extrêmement difficile pour eux. Gail, sa mère, va être vue tremblante, se mettant le visage dans les mains sans arrêt et pleurant du début à la fin de l'audience. Elle va affirmer pardonner Timothy pour son acte, mais vouloir cependant que ce dernier paye pour ce qu'il a fait et reçoive la sentence qu'il mérite, ainsi que la thérapie qu'il mérite aussi, car c'est d'après elle ce dont il avait le plus besoin. Gayla, la sœur de Tainisha, est elle de son côté incapable de lui pardonner quoi que ce soit. Elle va regarder Timothy droit dans les yeux et lui dire, et je cite, « Tu n'es pas un homme. Tu es un petit garçon effrayé et je ne ressens que de la pitié pour toi. Tu n'as absolument aucune âme. » Les proches de Timothy vont eux aussi se présenter à la barre les uns après les autres pour partager leurs témoignages et en viennent tous à la même conclusion. Timothy avait toujours été un garçon poli, ayant le cœur sur la main et très intelligent. Jamais qui que ce soit n'aurait imaginé qu'il se retrouve dans une telle situation et soit capable d'un tel acte. Le père de Timothy, Kenneth Washington, s'est directement adressé aux jurés et les a suppliés de bien vouloir donner une deuxième chance à son fils. Il dit, et je cite, « C'est une tragédie. Je pense que Tim a vraiment besoin d'une deuxième chance pour que les dons qu'il a en lui puissent être utilisés à bon escient. » La procureure, assez choquée de ce qu'elle venait d'entendre, lui répond alors, « Vous parlez des dons de Tim, mais et ceux de Tainisha? Est-ce que vous diriez qu'elle en avait? Parce que elle, aujourd'hui, elle n'est plus capable d'exprimer son amour pour sa mère. Sa mère ne pourra plus jamais entendre sa voix, sa sœur non plus d'ailleurs. Tainisha ne peut plus exprimer ses sentiments envers sa famille, car votre fils lui a volé cela, n'est-ce pas ?» Kenneth marque alors une pause, baisse la tête et lui répond qu'elle a tout à fait raison. Le 9 octobre 2008, la sentence tombe et Timothy Shepard est condamné à 99 années de prison, ainsi qu'une amende de 10 000 $ à payer. Il est aujourd'hui encore derrière les barreaux et il paraîtrait qu'il ait pour projet d'écrire un livre détaillant l'assassinat de Tainisha Stewart dans le simple but de se faire de l'argent. Ce qui, comme vous pouvez tout à fait l'imaginer, a terriblement choqué la famille de la victime. Gail, la mère de Tainisha, ne s'est jamais remise de sa perte. Et d'après sa fille Gayla, elle aurait perdu la vie quelques années après la disparition de Tainisha, des suites d'un cœur brisé par cet événement traumatisant. Gayla en veut encore terriblement à Timothy à ce jour et le tient responsable de la perte de sa sœur, mais aussi de sa mère.
Et c'est ainsi que se conclut notre affaire du jour. J'ai hâte de connaître vos retours dessus, donc n'hésitez pas à me laisser vos opinions en commentaire. Et si ça n'a pas encore été fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!